Alors on ne dit pas Singa, mais Singa. Voilà, j'ai été reprise par Alice. Bonjour Alice, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Je suis très heureuse de vous recevoir. Singa Global, c'est une association qui crée du lien entre les personnes réfugiées et les locaux et facilite en fait l'insertion des réfugiés. Vous allez nous expliquer exactement en quoi ça consiste, comment vous procédez et quel est ce beau projet en fait. Oui. On ne fait pas du tout ça en fait, l'insertion des réfugiés, mais c'est vrai que c'est pas de votre faute. Non, c'est pas du tout de votre faute. En fait, on a créé Singa parce que quand on dit le mot réfugié, tout le monde va se dire insertion, aide, pauvreté, précarité, noir, musulman, vague de personnes. C'est toujours associé à un vocabulaire qui est très négatif, on est dans un narratif mais parfois immonde et il n'y a qu'à taper le mot réfugié ou migrant sur Google pour voir que les images qui sortent c'est de la violence ou de la précarité. Alors qu'au quotidien avec Singa, moi je rencontre pas les personnes violentes ou précaires, je rencontre des personnes qui ont un passé, qui ont une expérience, qui ont des talents, qui deviennent des amis, qui deviennent des associés, qui deviennent des gens qui créent des entreprises. Et c'est ça qu'on voulait montrer, parce qu'il y a toujours la même histoire autour de la question des réfugiés, des migrants, les pauvres. On va souvent les définir par ce qu'ils n'ont pas, au lieu de par ce qu'ils ont. C'est quelqu'un qui ne parle pas français, n'a pas de travail et cherche une maison. On ne va jamais dire c'est quelqu'un qui parle arabe, anglais, mandarin, qui a été développeur informaticien ou médecin et qui aime et qui vit et qui adore la musique. Bien sûr. Cette entreprise, Singa, vous la cofondée il y a 8 ans déjà, donc c'est pas tout récent, ça a été un process par étapes, j'imagine. C'était quoi le déclic à l'époque ? Le déclic, il est parti de ce narratif. En fait, Singa, aujourd'hui, on est une communauté de personnes dans une dizaine de pays. On a 50 000 personnes qui se rassemblent au quotidien pour des activités événementielles. On accompagne 200 entrepreneurs par an qui sont eux-mêmes réfugiés. Mais au départ, c'est exactement ce qu'on voulait. En 2012, moi, j'avais 25 ans, je sortais des Nations Unies. J'étais assez écœurée par la manière dont le secteur humanitaire pouvait fonctionner et par le fait qu'on ne voyait pas le talent des personnes. Donc, quand on a démarré, on était une trentaine, puis 300, puis 3000, puis c'est allé très vite parce que finalement, les locaux, tant que les nouveaux arrivants, ont trouvé ça assez iconoclaste, de se dire mais en fait on va se retrouver non pas pour faire un cours de français ou de l'insertion, on va se retrouver pour faire la fête, pour aller boire un coup, pour créer des entreprises, pour créer des projets ensemble, notamment des projets qui sont liés au réchauffement climatique, au développement durable, aux nouvelles pratiques, aux nouvelles consommations, et ça a attiré du monde. Qu'est-ce qui faisait défaut selon vous ? C'est intéressant quand vous dites les institutions humanitaires, j'étais déçue, les Nations Unies, c'est décevant. Alors qu'est-ce qui fait défaut à ces grosses institutions et que vous essayez de pallier par en fait, ce qui fait défaut, mais on est en 2020, l'humanité fait face à de grands bouleversements comme le réchauffement climatique, les pandémies, enfin des choses qui connaissent pas de frontières. Ce qui fait défaut, c'est qu'aujourd'hui on parle de migration comme si c'était un enjeu uniquement sécuritaire ou uniquement humanitaire. Comme s'il n'y avait pas d'entre-deux possible, comme si on ne pouvait pas se rassembler ensemble, et faire face aux défis justement de l'humanité. On n'a pas besoin d'être français, syrien, russe pour avoir peur du réchauffement climatique, pour être touché par le coronavirus, ou tout simplement pour jouer à Pokémon Go ou s'inscrire sur Tinder. Donc le constat, il est là. Du constat à la mise en place, il y a tout un monde. Comment vous avez réussi à passer tous ces steps, à réaliser à mettre en œuvre votre projet en fait. C'était prouvé par l'exemple. Au début, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien. Et quand on parlait de notre projet, tout le monde nous disait non mais les réfugiés déjà... En 2012, Bachar al-Assad, c'était encore quelqu'un de fréquentable pour beaucoup de chefs d'État. Donc on parlait pas beaucoup on a parlé de crise migratoire en 2015. À l'époque, c'était pas forcément le cas. Ce qui a marché, c'est qu'on a mobilisé des milliers de personnes. Et dans ces milliers de personnes, il y avait des salariés d'entreprise, il y avait des personnes des institutions, et des personnes de l'État et des personnes des assos. Comment vous avez fait justement pour amener à vous ? Parce que nos événements étaient super cool, parce qu'on s'amuse, parce que notre offre de valeur initiale, c'est le fait de se retrouver autour de ce qu'on aime. Donc si je suis passionnée d'intelligence artificielle, je vais aller à Singa, je vais rencontrer quelqu'un qui sera passionné d'intelligence artificielle et on va ensemble parler de ça et échanger autour de ça. Moi, à titre personnel, je suis passionnée de pinard. J'organise des ateliers de vin et fromage et c'est autour de ça que je rencontre mes copains. Exactement. Donc vous remplacez en quelque sorte, vous préférez favoriser à l'insertion, l'éducation, ce que vous disiez, l'idéation, l'incubation, l'accélération. Ça, ce sont des mots qui, selon vous, vont fédérer, vont permettre un avenir commun
plus que la définition par la négative et tout ce qu'on a fait. C'est ça, je résume C'est bien réenchanter en fait aussi les communs. Moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est l'hyper-polarisation, l'hyper-nationalisation par rapport à l'autre avec un grand A, genre l'autre qui me fait peur, et le repli que ça engendre. Quand on voit que les personnes qui se replient le plus sur elles-mêmes sont aussi celles qui rencontrent le moins de personnes étrangères, mais aussi celles qui vivent dans des déserts médicaux, des petites villes dans lesquelles il n'y a plus de services publics, des endroits dans lesquels il n'y a pas vraiment de lieux, de cafés, d'épiceries, de création de liens. Ben, c'est là, je pense qu'on peut véritablement créer une valeur, parce que qu'elle soit économique ou politique, finalement, créer du commun, ça nous permet de réenchanter un peu la merde dans laquelle on est actuellement. Question très concrète, vous intervenez à quel moment auprès des réfugiés ? Peu importe, tout le monde est bienvenu, il n'y a pas de statut, on ne demande jamais à avoir la pièce d'identité de quelqu'un, on pose pas... On va pas demander à quelqu'un alors c'était comment les prisons ou c'était comment la guerre. Donc on pose pas ces questions-là. En revanche, on a une grosse popularité auprès des publics qui sont des nouveaux arrivants, des demandeurs d'asile, des personnes réfugiées, parce qu'elles savent que chez nous, elles vont, quand elles viennent dans la communauté, elles vont pouvoir être qui elles sont sans ce statut. Je vais citer l'exemple d'une personne de la communauté qui s'appelle Ina, qui est russe. Elle est arrivée à Paris à 25 ans, elle a fait les cours de français traditionnels. Et en fait, elle a très vite abandonné parce qu'elle était toujours renvoyée à son statut de victime, de bénéficiaire, d'apprenante. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise sur Tinder, qu'elle a fait 3 dates pendant 1 an, 3 dates par jour pendant 1 an. Au bout d'1 an, elle parlait français et elle était considérée comme une femme, elle était considérée comme une Russe, comme une athlète, comme une passionnée de politique et pas comme une réfugiée. Et c'est ça qui lui a permis, il fallait passer par Tinder pour qu'elle arrive à se faire des amis français, à rencontrer des Français. Et après, elle est venue à Singa. Comment ces réfugiés peuvent venir vers vous ? À quel moment du... Quand ils veulent, quand ils ont envie, quand on veut se faire des amis. On peut vous contacter via les réseaux ? Tout le monde sur les réseaux sociaux, sur les groupes Facebook, on essaye d'être le plus possible partout. C'est un mouvement citoyen hyper inclusif, donc il suffit de nous écrire. Il y en a... On a près de 50 événements par semaine dans 10 villes en France autour de tous les sujets possibles et imaginables. Donc, il n'y a plus qu'à venir. Et pareil pour les entreprises, les entrepreneurs qui voudraient vous aider, intervenir. Investir également sur les entreprises qu'on accompagne. On accompagne des applis, on accompagne des services d'intelligence artificielle, des restaurants, des téléphones en carbone, par exemple. Et du coup, là aussi, on cherche activement parce que souvent, les personnes immigrantes qui créent une boîte et qui montent une boîte, elles arrivent dans un univers qui est très blanc, qui est très mec, et du coup elles ont du mal à trouver les investisseurs, elles ont du mal à passer au scale de leur boîte, donc là aussi on cherche beaucoup. Merci beaucoup Alice en tout cas pour cet échange passionnant. C'est Singa Global, n'hésitez pas à les contacter. Merci beaucoup pour toutes ces infos et voilà, c'est vrai qu'on apprend aussi sur la scène de l'Ampli tout un tas de choses. On apprend à retrouver les bons mots ensemble aussi et à essayer de penser différemment. Merci beaucoup pour tout ça Alice.